écrivains, imprimeurs, distributeurs, libraires, universitaires, hommes et femmes de médias vont se côtoyer pour participer à ce salon ou pour partager leur passion commune, le livre. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Vous êtes le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Alors, quels sont vos sentiments à ce troisième jour de l'ouverture du salon du livre d'Abidjan? Eh bien, ce sont des sentiments de satisfaction, de grande joie. Pendant ces 3 jours, il y a eu une affluence étonnante. Hier, malgré la pluie, les visiteurs sont arrivés. Évidemment, en tant que président des écrivains, je suis vraiment tout heureux. L'année passée, nous avons eu en tout 50 000 visiteurs pendant les 3 jours. Cette année, le SILA fait 5 jours. On espère en avoir 10 000. Très bien. Alors, en tant qu'association des écrivains de Côte d'Ivoire, vous l'avez déjà dit, mais on a envie d'insister là-dessus. Quelles sont vos motivations à être présent à un salon comme celui-ci? Oui, il est vrai que le salon du livre est organisé par les éditeurs. Mais ceux qui sont dans les stands pour dédicacer sont les écrivains. Nous ne sommes pas organisateurs, mais nous sommes d'une certaine façon bénéficiaires. C'est une vitrine pour faire connaître les écrivains, pour se faire connaître par le public. C'est une occasion aussi pour que les écrivains et les éditeurs se rencontrent, les écrivains et les libraires, mais aussi les écrivains entre eux. Donc c'est un moment de convivialité, de retrouvailles et d'échanges. Alors, parfois les relations entre les éditeurs et les écrivains sont un peu orageuses. Est-ce que vous pensez que c'est un cadre idéal pour qu'il y ait un peu de rapprochement? Oui. C'est cette rencontre de convivialité, de rapprochement, décrypte un peu l'atmosphère. Même si cette rencontre ne va pas régler ce problème, mais au moins, à force de se parler, à force de se rencontrer, je crois qu'on finit par se comprendre. Mais pour régler tous ces problèmes, il faut d'autres cadres de rencontres plus sereins, plus professionnels, pour échanger sur les problèmes d'édition. Nous avons aussi remarqué la présence de beaucoup d'écrivains dans le rang des éditeurs. C'est-à-dire que de plus en plus d'écrivains sont aussi des éditeurs à ce salon. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, c'est un signe que les écrivains se sont rendus compte que c'est un secteur qu'eux aussi peuvent exploiter. Parce que une maison d'édition, c'est une entreprise. Or, la loi en Côte d'Ivoire, chacun est libre de créer son entreprise. Ils pensent que s'ils contrôlent eux-mêmes leur carrière, ils peuvent faire mieux. Voilà pourquoi les écrivains sont devenus des éditeurs. Ce n'est pas du tout interdit. Très bien. Vous êtes à votre deuxième salon depuis votre élection à la tête de l'AEC. Alors, pensez-vous que les salons du livre répétitifs comme cela, ça vous aide, vous, à atteindre vos objectifs aussi en tant que président de cette association? Oui, nous sommes partenaires du salon. L'AEC est partenaire du salon. Et le salon est quand même la plus grande activité littéraire en Côte d'Ivoire qui mobilise plus de personnes. C'est le lieu où les écrivains et les lecteurs se rencontrent de façon vraiment très proche. Donc évidemment, ça me permet de rencontrer les écrivains, d'échanger avec eux. Il y a des gens même qui adhèrent à l'AECI lors du SILA. Donc c'est une bonne chose pour nous. Bonjour monsieur Eugène Kakou. Oui, Eugène Diekakou, qui est devenu Eugène Kakou, parce que monsieur Ibrahim Koné l'a voulu. Merci, nous sommes surpris de vous voir à un stand de livres. Nous vous savions excellent journaliste qui a fait les beaux jours de la télé, grand sportif, mais là, devant un stand pour dédicacer un livre, ça nous surprend un peu. Bon, vous savez, j'ai 72 ans, c'est maintenant que j'ai écrit un livre, c'est pas tôt, hein. Bon, mais comme je vous l'ai dit, Ibrahim Koné a voulu que je m'appelle Eugène Kakou, alors que je m'appelle Eugène Diekakou. Il trouvait que le Dié là, c'était pas bon pour la radio. C'était mon patron et il m'a rendu Eugène Kakou et ça m'a rendu célèbre d'ailleurs. Et donc, j'ai vécu beaucoup de choses. Je n'étais pas prêt à écrire quoi que ce soit, mais je me suis retrouvé devant mes beaux-frères. J'ai 3 beaux-frères qui m'ont dit un jour, il faut que tu écrives quelque chose parce qu'on ne sait jamais. On ne prévoit pas le jour de son départ. Il faut écrire. Et puis un jour, j'ai un ami qui s'appelle Alassane Ouattara, qui est Koulango, qui m'a dit, moi je suis Koulango, toi tu es Agni. Mais si tu n'écris rien,
tu ne nous laisses pas quelque chose que tu t'en vas, je vais venir chicoter ton cadavre. Et quand on dit quelque chose comme ça, on n'hésite plus. Donc, j'ai décidé d'écrire quelque chose, de parler un peu de ma vie de journaliste, de ma vie même, de mes parents, de tout. Et puis, de tout ce que j'ai admiré. Vers la fin du livre, je parle de mes anciens patrons comme Ben Soumaoro, comme Aoulou, comme Joseph Diomandé, Noël Eba, et puis des amis comme Kofi Koutou Venance, que nous on a toujours appelé Prési, Fulgence Kassi, bon, voilà comment je me suis retrouvé à écrire un livre à 72 ans. À 72 ans. Alors le livre, voilà, c'est Tu t'appelleras Eugène Kakou. En fait, vous l'expliquiez tantôt, c'est un de vos patrons qui a dit que c'est ce nom-là qu'il vous faut. Oui, il dit que Eugène Djekakou. Et il dit comme ça, Ibrahim connaît Djekakou, Djé. En matière de radio, c'est pas radiophonique. Enlevez-moi ça, vous vous appellerez désormais Eugène Kakou. Comme Savané, je vous raconte l'histoire de Savané, Ahmed Savané, on dit Ahmed Savané. Il n'est pas Ahmed Savané, il est Savané Vatouré. Alors Ibrahim connaît, lui dit, va où, va quoi? Allez, balancez-moi ça et puis trouvez-moi un bon prénom pour la radio. C'est comme ça qu'il est devenu Savané Ahmed. Sinon, il s'appelle Savané Vatouré. Très bien. Alors pour que cette phrase de votre directeur, Tu t'appelleras Eugène Kakou, devienne le titre d'un livre, ça veut dire que certainement cette décision qui vous a presque imposée vous a porté chance. Non seulement ça m'a porté chance, mais c'est un grand professionnel, Ibrahim Koné. Et moi, il nous a appris à travailler, il nous a appris la rigueur, il nous a appris à écrire. Vous écrivez un papier, vous amenez à Ibrahim pour corriger, il barre tout dedans et puis il vous dit allez recommencer, vous croyez que vous parlez à des incultes? Ou bien vous croyez que mais allez me recommencer. Vous pouvez recommencer 4 fois le papier. Et ça nous a appris à travailler. Vous voyez, nous, moi j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de direct. Les jeunes aujourd'hui croient que le direct, on vient, on prend son micro, on s'installe sur une chaise et puis on fait un direct. C'est pas vrai. Ibrahim nous a appris qu'un direct se prépare. Ça se prépare, il dit. De Gaulle dit que les meilleures improvisations sont les mieux préparées. Donc tout se prépare. Et donc lui, il faisait des directs, il préparait, on le voyait préparer. Et comme je l'admirais, j'ai donc réussi. Et comme en plus de ça, ça m'a servi parce que Eugène Kakou, j'ai vu, c'était facile. Si les gens devaient dire Eugène Kakou, peut-être que je n'aurais pas eu la notoriété que j'ai eue. Mais il y a aussi témoignage d'un journaliste téméraire. Bon, j'ai montré dedans que j'étais un peu fou, il fallait être un peu fou. En ce moment-là, au moment du parti unique, pour dire un certain nombre de choses, pour accepter qu'on coupe votre salaire, pour accepter qu'on vous suspende et tout ça. Et un journaliste téméraire, c'est un autre que je peux dire téméraire aussi, c'est Wa Clovis, qui, dans le livre, vous verrez, nous avons fait le camp militaire de Séguéla. C'était le plus jeune, mais le plus taquin, le plus, excusez-moi le terme, le plus emmerdeur. D'ailleurs, on l'appelait là-bas le petit emmerdeur. Et c'est lui qui m'a dit, c'est bien de dire tu t'appelleras Eugène Kakou, mais tout ce que tu dis dedans là, il faut avoir vécu ça et puis il faut avoir eu le courage de le faire en ce moment-là. Donc tu mettras témoignage d'un journaliste téméraire. Ça, c'est lui qui a mis, c'est vrai. Bon, moi je disais, je n'étais pas téméraire, hein, j'étais un peu fou. Mais cette folie-là, elle était bien en ce moment-là. Parce que des personnes comme le président Oufoué, quand vous veniez lui parler, il ne voulait pas vous écouter. Mais quand vous insistiez et que vous lui parliez, que vous lui expliquiez tout, immédiatement il réagissait. Comme par exemple dans l'histoire des poteaux du stade. Il me dit, il ne veut pas m'entendre. Moi je dis, si vous ne m'entendez pas, je ne pars pas. Puis au bout de 10 minutes, il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Quand je lui ai expliqué, il a pris son téléphone, il a appelé qui, je ne sais pas. Mais j'ai entendu, demain matin, à 10 h, si les poteaux sont encore là, je vous révoque.
Le lendemain matin à 10 h, moi j'étais allé me cacher à l'hôtel Tiamat, je regardais. Le président Fouet est venu garer sa voiture avec M. Wenyen devant. Les deux sont descendus, les poteaux étaient couchés. C'est comme ça que les poteaux du stade Houphouët-Boigny sont sortis. Mais sinon, c'était d'énormes poteaux devant les spectateurs. Assurément, beaucoup d'expérience à croquer. Alors, vous êtes là depuis quelque temps, vous observez, vous entendez des choses à ce salon. Quels sont vos sentiments? Moi, je suis un nouveau. C'est mon premier livre. Je suis un nouveau, donc j'écoute, je regarde. Bon, peut-être que j'en ferai un autre, peut-être que je n'en ferai pas. Mais en tout cas, je suis impressionné par ce salon-là. Très, très impressionné. Parce qu'en arrivant, je pensais, bon, que c'était un petit... Mais ce n'est pas une petite chose, hein. Quand vous voyez tout ça. Et puis, vous-même, vous venez dédicacer, mais vous dépensez aussi. Moi, j'ai dépensé, je ne sais pas, une vingtaine de mille francs pour acheter des livres d'enfants pour mes petits-enfants. Hein. Parce que mes petits-enfants lisent beaucoup. Et ça, j'adore ça parce que moi-même, je lisais beaucoup. Ma fille et mes enfants lisaient beaucoup et leurs enfants lisent beaucoup. Alors, j'ai été très impressionné par tout ça. Je viens de voir, au fond, je ne sais pas si c'est son premier ou bien son dernier, mais il y a quelqu'un de plus âgé que moi qui a écrit, c'est Timothée Bassori. Timothée Bassori, je l'ai connu à la télé, nous on était tout jeunes quand il était là. Et moi, j'ai joué dans son premier film, La femme au couteau. J'étais dans ce film-là. Et Tim, c'est un grand réalisateur. Donc, impressionné vraiment par le style. Bonjour, monsieur Isaïe Biton Koulibaly. Bonjour, monsieur. Vous êtes une icône de la littérature ivoirienne. Vous voir à un salon comme celui-ci, on allait dire c'est naturel, mais ce n'est pas toujours évident qu'on vous voit aussi en public. Ah, pourtant, je suis souvent dans les dédicaces, je suis chaque semaine dans les librairies, parce que je pense que les Africains ne lisant pas beaucoup, il faut les habituer à la lecture, à la pratique du livre, au toucher du livre. Et donc, je suis toujours partant quand il s'agit de dédicacer des livres. Les éditeurs m'ont invité, je viens naturellement participer à cette occasion-là. Mais moi, je suis toujours dans le livre. C'est ma vie vraiment, depuis l'enfance d'ailleurs. Exactement. Depuis la légende de Sadio jusqu'à vos dernières parutions, vous êtes vraiment... vous avez une plume qui intéresse de plus en plus, mais on dit souvent la jante féminine. Apparemment, c'est un choix que vous semblez avoir fait ces dernières années. Ah non, non, ce sont les ignorants qui disent ça, parce que dans tous les pays du monde, justement dans le salon, vous remarquez que les femmes, la littérature, ça a été toujours les femmes, depuis le temps de Balzac et des Chateaubriand. Mais c'est la presse qui est un domaine réservé aux hommes. Les hommes aiment beaucoup lire parce qu'ils aiment parler de rien. Comme la politique, c'est vraiment le vide. Et les hommes aiment ça. Mais quand on veut apprendre à se former, ce sont les livres, c'est la littérature. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si l'Afrique ne fait pas attention, ce sont les femmes qui vont occuper tous les postes. Parce qu'elles réfléchissent, elles lisent. Les hommes ne lisent pas. Et quand on dit souvent, il écrit pour les femmes, mais est-ce qu'on écrit pour les hommes? On écrit qui écrit pour les hommes? Vraiment, les hommes ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ils ont toujours des problèmes dans la tête, des problèmes de manger, des problèmes de femmes. Vraiment, ils n'ont pas le temps pour s'asseoir, se coucher pour lire. Ce n'est pas ici seulement, c'est dans tous les pays au monde. Vous qui avez l'habitude des salons de livres, est-ce que vous voyez ce salon-ci comme quelque chose qui est en train de bouger en bien? Est-ce que ça attire plus de monde que les salons précédents? Oui, le dernier salon a beaucoup plus de monde que ce salon, mais je ne suis pas venu tous les jours. Je suis pas venu tous les jours, mais je pense que c'est une question d'habitude. Le salon de Paris est fait près de 40 ans. Bon, ici, ils sont à peine à 10e salon, mais ça va venir. Parce que c'est une question de promotion. Aujourd'hui, on a oublié que nous ne sommes plus dans le domaine du coefficient intellectuel. Maintenant, c'est le coefficient émotionnel. Il faut arriver à émouvoir les gens pour le livre. Et si on pense au livre en passant au schéma des années 1800, on mettra beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire compterait près de 500 écrivains. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous fait peur? Non, pas du tout, parce qu'avec le numérique, les livres se font beaucoup plus facilement. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de vendre les livres. Et il ne s'agit pas d'écrire seulement. Il s'agit de vendre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, un salon, c'est important de faire voir les auteurs, de les faire remarquer. Et bien,
Un auteur ne peut se faire un nom qu'à travers son style. Le style ne s'enseigne pas. Le style, c'est la personnalité de l'auteur. On peut écrire 40 livres, 50 livres, on peut sortir des livres tous les jours. Mais si votre style ne prend pas, ça ne peut pas marcher. Il y a eu des auteurs qui ont vraiment eu des styles, des bons styles, et ça a duré dans le temps, et c'est ça. Mais tout le monde écrit, mais tout le monde n'a pas de style. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Alors je suis Juliette Smeralda, sociologue, enseignante, chercheur. Je viens de la Martinique et j'ai été invitée ici sur ce stand par Emeraude Diolo, qui est elle-même auteur aussi. Et on est censé échanger nos œuvres et puis discuter. Mais surtout, c'est un premier contact. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est donc la première fois que vous arrivez en Côte d'Ivoire à l'occasion de ce salon? Oui, tout à fait. Et puis il y a un libraire qui est installé à Paris, Monsieur Narmer Zéro, qui diffuse tout ce qui est littérature africaine, panafricaine et afrodescendante. Donc il est venu aussi prendre contact avec les libraires de la place et essayer de diffuser aussi ses auteurs ici. Donc il est là aussi en ce moment. Et il est venu avec mes ouvrages. Voilà. Nous tenons en main une de vos œuvres, Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Vous pouvez nous expliquer un peu le projet qu'il y a derrière ce livre? Oui. Alors Peau noire, cheveux crépus est le livre qui a lancé un peu partout dans le monde le mouvement qu'on appelle NAPI, c'est-à-dire retour au naturel, se réapproprier son cheveu, apprendre à le trouver beau, apprendre à le traiter, à le coiffer. Et le cheveu comme le corps sont des territoires, ce sont des territoires dont la nature nous a dotés et à partir desquels la civilisation africaine notamment a fait de jolies choses, de grandes choses, de belles choses. À partir du moment où les Noirs ont été mis en esclavage, tout a changé. Ils ont perdu contact avec leurs cheveux, ils ont été au contact d'un peuple conquérant qui a utilisé son corps pour médiatiser son pouvoir et sa domination, et les Noirs qui étaient en esclavage et privés de la liberté de pratiquer l'esthétique qui était la leur, eh bien, ont été complètement déstabilisés. Et on a aujourd'hui donc tous les phénomènes qu'on connaît. Et quand on parle de retour au naturel, c'est très douloureux parce que les femmes ont pris des habitudes et surtout quand elles portent leurs cheveux, elles n'arrivent pas à se trouver belles. Alors que dans la civilisation africaine, il y avait toutes les coiffures qui faisaient que les femmes savaient être belles naturellement. Donc à cause de ce problème, il y a une difficulté à considérer que le cheveu crépus recèle de la beauté et qu'avec lui on peut faire de belles choses. Donc j'ai écrit ce livre pour raconter l'histoire du défrisage, pour raconter aussi en partie l'histoire de l'éclaircissement de la peau, expliquer l'origine coloniale et esclavagiste de ces pratiques et aider nos femmes à considérer que la beauté n'est pas universelle, parce que chaque peuple a inventé son type de beauté, mais vouloir s'appliquer la beauté d'un autre peuple avec des attributs qui ne sont pas ceux de cet autre peuple, c'est forcément se dénaturer, se faire violence et dépenser surtout beaucoup d'argent. Donc sur le plan économique, c'est ruineux, mais on n'est jamais dans le corps de l'autre, ni dans le modèle de l'autre. Donc la meilleure chose pour le moment, pour celles qui sont décidées à se réapproprier leur beauté, la beauté africaine, c'est justement d'accepter de regarder, de considérer qu'elles font partie d'une civilisation qui savait les rendre belles et que si elles se reconnectent à cette civilisation, probablement qu'elles réapprendront à se trouver belles naturellement sans, j'allais dire, faire des collés-copiers, parce que voilà, on n'a pas les cheveux lisses, on ne les aura pas, on n'a pas la peau blanche, on ne l'aura pas, et ce ne sont pas des modèles, ce sont des modèles récessifs. Le modèle noir est dominant, donc il faut rester dans son modèle. Il est plutôt positif, il est plutôt le modèle de l'avenir, donc il faut le préserver. Très bien. Alors vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire à la faveur de ce salon. Est-ce que vous avez le sentiment que les Africains sont véritablement engagés vers la formation, beaucoup plus de la tête que des muscles?
Mais c'est comme tous les peuples, vous savez. C'est vrai que le mouvement NAPI, donc retour au naturel, acceptation de soi et tout, est plus avancé à Paris ou dans les Antilles, parce qu'on a des salons tous les dimanches, quoi. Il y a des salons, il y a des endroits où vraiment on a posé le problème. J'ai fait des centaines de conférences, on a posé la question de la santé, puisque le défrisage, les rajouts, ce sont des pratiques qui abîment le cuir chevelu, puisqu'aujourd'hui on sait que le cuir chevelu absorbe les produits chimiques qu'on lui met. Donc c'est pas seulement le cheveu qui est abîmé, c'est aussi la santé des gens. Vous avez énormément de pathologies qu'on a découvertes après, mais les femmes ne savaient pas l'origine de ces pathologies. Elles le voient seulement après, parce qu'on a maintenant assez de recherches sur les maladies qu'entraînent certaines pratiques qui sont dites esthétiques. Donc c'est vrai qu'en France et dans beaucoup d'autres îles de la Caraïbe notamment, on fait beaucoup de tapage. On travaille beaucoup la thématique. Donc les femmes sont sensibilisées et elles viennent dans des salons où maintenant il y a des salons qui leur offrent de belles coiffures sur cheveux crépus, des produits faits pour elles, parce que l'un des problèmes qu'on a, c'est que les femmes noires utilisent les shampoings des occidentales. Or, les shampoings des occidentales sont alcalins. Elles ont des cheveux gras ou qui deviennent gras et qui ont besoin de ces shampoings alcalins. Mais le cheveu noir est un cheveu sec, plus sec. Il a moins de sébum. Ça ne veut pas dire qu'il est malade, c'est parce qu'il est sous le soleil et qu'il se dessèche davantage, donc il produit moins de sébum. Mais les Africains avaient inventé ce qu'il leur fallait pour soigner leurs cheveux et les rendre beaux. Donc il ne fallait pas de produits alcalins. Or, les femmes noires utilisent des produits alcalins. Donc elles s'abîment les cheveux et elles croient que c'est leurs cheveux qui ne sont pas bons naturellement. C'est en fait les pratiques qu'elles ont sur ces cheveux qui les abîment. Donc il y a un gros travail de sensibilisation, d'explication et d'invention ou de reconnexion avec les traditions ancestrales, où les femmes se lavaient avec des produits gluants comme le gombo, comme les feuilles. Chez nous aussi en Martinique, on a gardé beaucoup de ces pratiques et le cheveu a besoin de gluants, même du karité, de tous les produits qu'on utilise, pas de produits alcalins. Donc avec le mouvement NAPI, on est plus avancé en France ou dans la diaspora peut-être, parce qu'on fait un gros tapage là-dessus. Maintenant, par exemple, ce livre-là qui est sorti en 2004, Peau noire, cheveux crépus, c'est maintenant que vous le découvrez. Mais il a déjà 12-13 ans. Donc vous voyez, mais on a travaillé avec beaucoup en Europe. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes satisfait de votre séjour en Côte d'Ivoire ? J'ai commencé il n'y a pas trop longtemps, mais je suis allée beaucoup dans les régions rurales et la Côte d'Ivoire a préservé beaucoup de ses traditions par ses chefferies, et les enfants et les traditions. C'est extraordinaire. Et nous qui avons perdu beaucoup de choses, ou dans les grandes villes aussi où on voit que les choses se perdent, on est rassurés. On se dit, il y a quand même des régions en Afrique où on a préservé l'essentiel et j'espère que ça durera longtemps. Bonjour Monsieur Keïta. Bonjour mon cher ami. Vous faites partie de la maison d'édition Arrêt. Alors c'est quoi Arrêt? Arrêt, c'est Africa Reflet Édition, une édition qui veut écrire l'Afrique. Et vous existez depuis combien d'années? Ça fait 4 ans, voire 5 ans maintenant que nous existons. Et nous venons d'apprendre que vous avez remporté le prix du meilleur éditeur de Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce que vous ressentez? C'est un sentiment de joie et de satisfaction au niveau de l'équipe de Africa Reflet Édition. Vous saviez, quand une maison naît, il y avait beaucoup de difficultés. Mais avec toutes ces difficultés, nous avons pu remonter tout ce que nous appelons défis pour que nous ayons aujourd'hui près d'une trentaine d'ouvrages sortis de Arrêt Africa Reflet Édition. Nous avons aujourd'hui 8 livres au programme ivoirien et nous avons une collection des tout petits, collection Aoutou qui est collection des tout petits. C'est pour dire que c'est vrai, nous sommes jeunes, mais nous sommes très ambitieux. Nous voulons vraiment mettre le livre au cœur de la famille. C'est pourquoi nous avons commencé par l'édition de la littérature enfantine, après la littérature jeunesse, la littérature adulte, avec Camara Nangara, collection Camara Nangara, qui d'ailleurs nous a permis d'être meilleur éditeur 2017.
Alors plus spécifiquement, qu'est-ce qui vous a valu selon vous cette distinction de meilleur éditeur de Côte d'Ivoire? D'abord, il faut dire que nous avons mis l'accent sur la qualité de nos ouvrages. C'est vrai que nos ouvrages ne sont pas imprimés ici en Côte d'Ivoire. Nous essayons de les imprimer en Asie. Et nous mettons aussi l'accent sur la qualité de nos livres. Et c'est ce qui, je pense bien, a valu à Arrêt à être le meilleur éditeur 2017. Parce que nos ouvrages sont vraiment de meilleure qualité. Et nous avons aussi choisi nous avons pu choisir les meilleures plumes de la Côte d'Ivoire, car par exemple Camara Nangala, et bientôt nous aurons des écrits de Fatou Keïta, pourquoi pas Isaïe Bito Koulibaly qui souhaite aussi être parmi se voir édité par le meilleur éditeur. Donc c'est vraiment une satisfaction morale, une satisfaction au plan national. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui ont vécu pendant 30 ans, 40 ans, nous n'avons que 5 ans, 4 ans de vie et nous sommes meilleurs éditeurs. C'est pour dire que le travail que nous avons appris pendant ces 25 ans dans d'autres médias d'édition a pu porter. C'est-à-dire que nous connaissons aussi le besoin du terrain et nous essayons de satisfaire le besoin du terrain à partir du livre, comme on le dit, le titre d'ailleurs de ce salon du livre, c'est le livre au cœur de la famille. Évidemment, nous avons compris ce message avant même le salon. C'est-à-dire que nous écrivons pour la famille, les enfants qui ne sont même pas encore allés à l'école, les enfants qui sont à la maternelle, les enfants qui sont primaires, au collège par exemple. Nous avons une collection phare que nous appelons collection Africonte, qui écrit les contes d'Afrique, que nous voulons ouvrir l'Afrique, plus particulièrement la Côte d'Ivoire à l'Afrique, vendre aussi l'Afrique aux Occidentaux. Forte de constater qu'aujourd'hui nous avons sorti Doumbouya, qui est un roman sénéfaux. Et vous, par exemple, vous ne savez pas comment vit le sénéfaux. Et donc nous voulons faire un brassage culturel à travers la collection Africote. Ne pensez-vous pas que ce prix et cette distinction vous mettent désormais sur vos frêles épaules une lourde responsabilité, c'est-à-dire aller toujours plus haut? Ben vous savez, nous sommes habitués aux défis depuis que nous sommes dans d'autres maisons. Nous sommes habitués aux défis, comme je l'ai dit tantôt. Nous relevons tous les défis qu'on nous lance. C'est vrai qu'aujourd'hui, le salon du livre nous a lancé ce défi d'être le meilleur éditeur. Mais croyez-moi que nous allons postuler encore l'année prochaine pour demeurer le meilleur éditeur, parce que nous avons la capacité de remonter tous les défis qui se mettent sur notre chemin. Nous remonterons le défi encore du salon 2018, Inch'Allah. José Debo, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes le Grand Prix Bernard Zadier 2017. Quels sont vos sentiments? Ce sont des sentiments de fierté, des sentiments de joie, parce que le prix Zadier est un prix qui porte un nom significatif. Zadier, comme vous le savez, est le premier romancier, le premier nouvelliste, le premier poète, le premier dramaturge, le premier conteur. C'est le premier de nos lettres. Et donc, le second prix qui porte son nom est source de joie. Mais je suis heureux aussi parce que ce prix est entré dans une généalogie. Je ne suis pas le premier à le recevoir. Avant moi, on a reçu Charles Locan, mais aussi Dominique Tadio. Ce sont des auteurs qui font sens, ce sont des auteurs dont le nom fait écho. Et donc recevoir un prix à la suite de cette grande figure est source de joie, est source de fierté. Et donc c'est autant de sentiments qui m'animent à l'issue de ce concours, à l'issue de cette rencontre. Chers amis du livre, comme vous avez pu le constater, le SILA 2017 a drainé beaucoup de monde, surtout une forte population scolaire. À ce SILA, on a aussi noté la présence de beaucoup de jeunes auteurs, mais de grosses plumes confirmées, telles Regina Yaou, Maurice Bandama, Isaïe Bito Koulibaly et l'inarable Timité Bassoli. En tout cas, cette forte présence de personnes intéressées par le livre à ce SILA augure de lendemain meilleur pour la littérature ivoirienne. Nous vous disons au revoir et au prochain SILA. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.